Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est un petit mini-show, un petit mot sur alors vraiment un point de détail, mais qui est quand même très important, qui a été soulevé là, qui est souvent soulevé quand je fais des conférences ou même sur Internet là, tout récemment encore. Les gens se disent, mais alors, attends, bon, j'ai compris que la création monétaire se fait par le crédit, d'accord, donc on est tous endettés, les États, les entreprises, les particuliers, d'accord, ok, on paye tous des intérêts sur toute la masse monétaire, bon, ça j'ai compris. Mais est-ce qu'il y a quand même pas quelque chose qui limite cette création de monnaie, cette création de crédit? Est-ce que c'est infini ou est-ce qu'il y a des limites? Voilà, il y a beaucoup de gens qui voudraient savoir, qui voudraient comprendre ça. Alors, je reprends les documents officiels, le document officiel en particulier de la Banque centrale d'Angleterre, là, dont on a parlé la semaine dernière, qui nous dit, alors là je vous le dis en anglais, puis après je vais vous dire la traduction. Donc, c'est à propos de la quantité de réserves obligatoires que les banques doivent détenir pour faire du crédit. Bon, on a vu la semaine dernière que cette relation marche dans l'autre sens. En fait, les banques créent d'abord du crédit et après, elles vont chercher les réserves obligatoires. Donc, c'est plutôt la Banque centrale qui a l'obligation de créer des réserves plutôt que l'inverse. C'est pas tellement les banques commerciales qui ont l'obligation d'avoir des réserves d'abord, c'est la Banque centrale qui est obligée de créer des réserves pour les banques commerciales une fois qu'elles ont déjà émis leur crédit, qui sont redevenus des dépôts dans l'ensemble de la communauté, dans l'ensemble de l'économie et de la société. Bon, donc on sait maintenant, voilà, que ça marche dans ce sens-là. C'est pas le multiplicateur, ça n'existe pas, c'est une légende. Et alors, qu'est-ce qui diminue, qu'est-ce qui limite cette création de crédit à ce moment-là, si ce n'est pas les réserves? La Banque centrale d'Angleterre nous dit « Banks first decide how much to lend », combien elles vont prêter, voilà, c'est-à-dire combien en réalité de dépôts elles vont créer sur les comptes des gens qui se font créer de la monnaie. Donc combien de dépôts nouveaux vont se mettre à circuler dans l'économie pour faire des transactions nouvelles. Alors, bank first decide how much to lend, depending on the profitable lending opportunities available to them. Alors, j'ai traduit ça par la limite. Les banques décident d'abord combien elles vont prêter et c'est basé sur les opportunités de profit disponibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les opportunités de profit disponibles? Bah, si vous étiez dans le commerce, et je vous rappelle que une banque, c'est un commerce. Ça s'appelle des banques commerciales. Les banques du coin des rues, le Crédit Lyonnais, la BNP, toutes les banques. C'est ce qui les distingue justement de la Banque centrale, qui est un organisme plus ou moins public, plus ou moins privé, mais bon, qui quand même répond à un droit de réponse, enfin une responsabilité vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de la population. Les banques commerciales, par contre, les banques de second rang, les banques qu'on trouve dans les rues, ce sont des commerces. Ce sont des entreprises, exactement au même titre qu'un épicier ou qu'un camelot sur les marchés. Donc, les opportunités de profit disponibles, ça veut dire, en français et en clair, tant qu'il y a des gens pour acheter. Voilà. De même qu'un épicier, tant qu'il y a la queue devant sa porte, tant qu'il y a des clients dans la boutique qui veulent acheter des trucs chez lui, bah, il reste ouvert. S'il est à son compte, il reste ouvert. Tant qu'il y a du monde, entrez, servez-vous, allez-y, je vous sers. Choisissez, brassez, fouillez. Bon, par contre, quand il n'y a personne, bon, il attend un petit peu, il attend un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, et puis après, bah, il est 7h30, 8h, bon, bah, il ferme, il n'y a plus personne dans les rues. Donc, il ferme. C'est ça, les opportunités de profit disponibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour une banque? Bah, ça veut dire que, étant donné que vous pouvez créer du crédit et que vous vous faites créer vos réserves après coup par la Banque centrale, bah, tant qu'il y a des gens qui veulent du crédit, vous leur vendez de l'argent. Un épicier, il vend des épices, il vend des produits d'épicerie. Un banquier, il vend de l'argent. Combien vous voulez? 50 000. D'accord, vous me devez 100 000. Vous, monsieur, là, combien vous voulez? 150 000, d'accord, vous me devez 300 000. Vous, monsieur... Voilà, c'est ça, c'est le prix de l'argent. Je fabrique de l'argent, j'ai le privilège de fabriquer de l'argent, je vends de l'argent, et tant qu'il y a des gens qui en veulent,
Bah, j'en vends, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, c'est ça la phrase de la Banque centrale d'Angleterre. Les banques créent du crédit en fonction des opportunités de profit disponibles. Ça veut dire ça. Tant qu'il y a des gens qui viennent acheter du crédit. Alors vous allez me dire, mais alors attendez, mais si c'est comme ça, les banques vont créer du crédit à tire-larigot. Ben oui, exactement, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des bulles économiques, c'est pour ça qu'il y a des bulles immobilières. D'autant plus que, comme je vous l'explique à chaque fois, il y a des effets procycliques qui font que injecter du crédit dans un domaine, dans l'immobilier, ça fait monter le domaine. Injecter du crédit dans, je sais pas, vous injectez du crédit dans les tableaux de tel peintre, vous injectez de l'argent, vous mettez des acheteurs supplémentaires pour acheter les tableaux de tel peintre, ça va faire monter le prix des tableaux. Du coup, forcément, il y a des gens qui se disent « Ah, bah c'est le moment d'acheter, ça monte », donc ils vont chercher du crédit et ils achètent, ce qui fait monter les prix, ce qui redéclenche des crédits nouveaux, etc. Et donc la bulle explose quand il n'y a plus personne, quand le magasin est vide, quand tout le monde est venu acheter de l'argent, que tout le monde a fait monter le produit, l'actif en question, là où on a investi. Ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier, ça peut être le marché de l'art, ça peut être les tulipes, ça peut être n'importe quoi. Le fait d'injecter de l'argent quelque part, ça fait monter cet actif-là, ce produit-là, ce qui donne envie aux acheteurs d'acheter, ce qui donne envie aux créateurs de monnaie de leur donner de la monnaie pour acheter, puisque tant que ça monte, on a le bien en garantie, donc tout va très bien. Et donc, la limite, c'est tant qu'il y a du monde. Ok, ça on a compris. Maintenant, les réserves. Bon, on a vu la semaine dernière que les réserves ne jouent aucun rôle limitateur dans l'émission de crédit, puisque les banques viennent après chercher les réserves à la Banque centrale. Alors, il y a par contre une chose qui limite l'émission de crédit, c'est que ces banques-là, elles ont besoin de ces réserves, parce que si elles émettent du crédit, et que ce nouvel argent, ce nouveau pouvoir d'achat, file dans d'autres banques que celle qui a émise le crédit, que la banque qui a émis le crédit, pardon. Je suis une banque, j'émets du crédit. Très bien, mon client, il va dépenser ça. Mais s'il va dépenser ça et qu'il le dépense auprès de quelqu'un qui est dans une autre banque, l'autre banque, elle va demander de l'argent à moi. Mais elle ne va pas me demander du crédit bancaire. Pas folle, l'autre banque. Elle me demande de la monnaie de réserve. Donc, si j'émets plus de crédit que les autres banques, il faut aussi que j'ai plus de monnaie de réserve pour pouvoir les payer. Quand elles vont me demander de les payer. Donc, bon, ça marche assez bien, comme disait Keynes, tant que toutes les banques marchent du même pas, il n'y a pas de limite, ça monte. À partir du moment où il y aurait une grosse banque qui grossirait et qui créerait plus de crédit que les autres, elle prend le risque d'avoir des fuites, c'est-à-dire que son crédit émis aille dans d'autres banques et que les autres banques lui demandent de la monnaie de réserve. À ce moment-là, elle est obligée d'avoir de la monnaie de réserve pour payer les autres. Donc ça, c'est la limitation de liquidité. Il faut avoir du liquide. Quand on émet beaucoup de crédit, il faut avoir du liquide. Mais pas du liquide monnaie bancaire, pas du liquide à nous. Non, 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 non. Du liquide monnaie de réserve. De la vraie monnaie qui est émise par le secteur bancaire. La monnaie de base. Vous savez, il y a deux types de monnaie. La monnaie de base est mise pour le secteur bancaire qui ne sert qu'aux relations interbancaires. Et la monnaie bancaire, la monnaie secondaire, qui est émise par les banques secondaires pour nous. Pour les agents non bancaires. Les agents non bancaires, c'est nous, les particuliers, les administrations, les entreprises, tout le reste. Tout sauf les banques. Alors bon, ça c'est une limite. Hein, une limite théorique qui dépend de la conjoncture. Et puis alors il y a une deuxième limite qui joue sur les ratios de capitaux propres. Alors s'il y a des comptables devant leur écran, ce dont on vient de parler, le ratio de réserve, les réserves c'est un actif, colonne de gauche. Pour la banque, pour moi si je suis banquier, j'ai besoin de mon petit 1% de réserve à gauche, à l'actif. Il me le faut, je le possède. Au-dessus de mon actif, j'ai toutes les reconnaissances de dette de tous mes clients. Et en face de ça, j'ai toute la monnaie que j'ai émise pour mes clients. Tous les prêts que j'ai, toute la monnaie que j'ai créée et que je fais croire que c'est des prêts vu que c'est moi qui les fabrique. Donc toute la monnaie que j'ai émise qui est sur les comptes de mes clients, au passif. Parce que je leur dois. S'ils viennent me la réclamer, je leur dois. Si je suis en faillite, je leur dois plus puisque j'ai plus rien. Bon. La monnaie que vous avez sur vos comptes, c'est simplement une dette. C'est de l'argent que la banque vous doit. Donc moi, je suis banquier, j'ai mes réserves et mes reconnaissances de dette à gauche, c'est mon actif, c'est ce que j'ai. Et à droite, j'ai la monnaie que j'ai émise, c'est ce que je dois. Par contre, à droite, j'ai aussi mes capitaux propres. C'est le capital propre
possède mes actionnaires et qui est là au passif et qui fait en partie la contrepartie des reconnaissances de dette que j'ai. Sauf que si mes reconnaissances de dette pètent, c'est-à-dire si mes clients n'arrivent pas à rendre la monnaie qui vient en destruction de leur passif et en destruction de mes dettes ici. À ce moment-là, si j'ai des trous dans mon actif, si j'ai pas assez de reconnaissance de dette qui ait de la valeur, si j'ai des reconnaissances de dette qui font défaut et donc dont la valeur est de zéro, il faut que je puisse compenser avec mon capital ici, ces trous qui sont là. Et donc, si mon capital est bouffé par les trous des emprunteurs, entre guillemets, qui n'arrivent pas à rembourser, vous me suivez? À ce moment-là, mon capital est bouffé. Mon capital disparaît. Et là, je suis en faillite aussi. Mais je suis en faillite, pas parce qu'il me manque des liquidités à l'actif pour aller en garantie de mon émission monétaire, c'est parce qu'il me manque du capital pour aller en garantie de mes dettes. Parce qu'il me manque du capital au passif pour aller en garantie de mes dettes à l'actif. Voilà, c'est ça la différence entre ratio de liquidité et ratio de solvabilité. D'un côté, c'est de l'actif qui garantit du passif, de l'autre côté, c'est du passif qui garantit des actifs qui perdent leur valeur. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors donc, la limitation, c'est que il y a un ratio minimum de capitaux propres par rapport aux reconnaissances de dette qui sont à l'actif. Donc ça, ce sont les accords de Bâle. Voilà. Alors il y a eu 3 séries d'accords de Bâle, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3. Je vous rappelle que Bâle, c'est le siège de la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales. C'est vraiment le tout sommet de la pyramide. Et donc les accords de Bâle sont rédigés et mis en place par les autorités prudentielles, c'est-à-dire les régulateurs des États, etc. et tous les directeurs de banques centrales. Donc tout ce monde-là se réunit à la Banque des règlements internationaux à Bâle et se dit, bon, attention, là, si on se plante, faudrait peut-être qu'on rajoute un peu de capital, qu'on s'oblige nous-mêmes quand même à rajouter un petit peu de capital. Donc, à combien on était là depuis 10 ans? On était à 3%, 2,5%. Ah ouais, non, c'est peut-être pas assez. Bon, écoute, on va passer à 4-5%, et puis on va prévoir de passer, je vous raconte ce qui est, hein, on va prévoir de passer, allez, on va mettre 7%, hein, 7% de capitaux propres par rapport à tout ce qu'on prête, à tout ce qu'on encaisse. On va dire, allez, en 2015, entre 2015 et 2019, hein, comme ça, voilà, on a le temps de réagir. Voilà, les accords de Bâle 3, c'est ça. Pour l'instant, c'est, je crois, 4 ou 5% de capital propre. Donc, évidemment, bon, oui, c'est vrai que c'est une petite limite. Il faut avoir un petit peu de capitaux propres pour pouvoir avoir un actif, pour pouvoir faire signer beaucoup de reconnaissance de dette. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez compris, c'est pas simple, hein, c'est pas simple, mais bon, là, c'était vraiment un point de détail pour répondre aux gens qui disent qu'est-ce qui limite la création monétaire par le crédit pour les banques secondaires. Voilà, j'espère que vous avez compris, donc à tout bientôt, et puis moi, je vais passer quelques jours dans le Tarn et passer un petit peu des vacances, et donc à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao, bye bye.